Dans cette guerre en Ukraine, les services de renseignement russes sont-ils à la hauteur de leur réputation, de leur fait d'armes, si je puis dire? Je pose la question ainsi parce que notre série documentaire rappelle comment les services de renseignement ont réussi à obtenir l'arme atomique en infiltrant notamment les services de renseignement américains. Regardez un extrait. Une opération d'espionnage marque le couronnement de la carrière de Lavrenti Beria. Elle va profondément modifier et déterminer les rapports de force géopolitiques de la seconde partie du XXe siècle et au-delà. Lors de la conférence de Potsdam, en juillet 1945, le président américain Harry Truman mentionne à son homologue russe l'existence d'une nouvelle arme développée par les États-Unis. Elle serait dotée d'une force de destruction inconnue à ce jour. Staline ne semble pas particulièrement impressionné. Ni Truman, ni Churchill, ni quiconque d'autre à l'Ouest ne sait que les espions de Beria ont depuis longtemps infiltré les équipes de recherche qui planchent sur le mystérieux projet Manhattan. Ils fournissent au Kremlin les données secrètes qui lui permettront d'imiter son rival. La conception de la bombe atomique a coûté des sommes colossales à l'État américain. Le travail de Beria et de son réseau permet aux Soviétiques de répondre à la menace pour une fraction de ses coûts. La course aux armements nucléaires est lancée, avec ses conséquences potentiellement néfastes pour la planète. Il s'agit de Lavrenti Beria, qui était l'ancien bras droit de Staline. Cette histoire qu'on avait oubliée, hein, cette prouesse des services de renseignement russes qui ont permis à Moscou d'obtenir l'arme atomique, elle est incroyable. Elle est incroyable, mais elle n'est pas unique. Je vais faire référence à un autre épisode fameux, ce qu'on appelait les 5 de Cambridge, les Magnificent Five, qui étaient une bande de copains de l'université de Cambridge. L'archétype de l'aristocratie intellectuelle britannique et qui, eux, vont en fait être l'objet d'une fascination pour l'Union soviétique. Ils sont recrutés dans les années 30. C'est toujours un travail au long cours, hein. D'abord, on les teste. On doit avoir une certitude sur leur loyauté, sur leur engagement, etc. Et ils deviennent opérationnels. Vous savez, c'est Kim Philby, c'est Anthony Blunt, etc. Ils deviennent opérationnels pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis même pendant la guerre froide. Et c'est évidemment une prise de guerre, de la guerre secrète du renseignement, phénoménale. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître que parfois, le pouvoir soviétique s'est appuyé sur, encore une fois, la fascination assez trouble que suscitait l'Union soviétique au sein de certaines élites dissidentes de l'Occident pour aller repérer, puis recruter des personnages qui n'étaient pas nécessairement mus par la cupidité, mais qui pouvaient avoir une forme d'adhésion idéologique ou de détestation du système dont ils étaient, d'une certaine manière, les fleurons, et qui sont devenus donc les agents objectifs du renseignement russe. Jérôme Poirot. Oui, l'opération que vous montrez d'espionnage de la bombe atomique, c'est un succès phénoménal, mais ça tient aussi à plusieurs facteurs. Le premier, c'est que la Russie et l'URSS est une très vieille nation de renseignement. Depuis 5 ou 6 siècles, de manière continue, le renseignement a été un élément très important de l'exercice du pouvoir en Russie. L'autre élément, c'est que le renseignement technologique, et notamment dans le domaine militaire et scientifique, est une des grandes spécialités des soviétiques, ce qui fait que, effectivement, le projet Manhattan, espionner le projet Manhattan était une évidence pour eux. Et puis ils ont bénéficié, vous le disiez, de cette vague de pro-communistes qui a parcouru tout l'Occident dans les années 20, dans les années 30 et encore après la Deuxième Guerre mondiale. Donc ils ont pu recruter, y compris parmi les principaux ingénieurs qui étaient dans cette ville secrète, Los Alamos, dans le Nevada, si je me trompe, pour obtenir toutes les informations dont ils avaient besoin. Nadezhda Kutepova. Écoutez, je connais cette histoire à partir de Par cœur, oui, en tant que Russe. Mais je voudrais vous rappeler une chose. Beria, qui était chef de service secret de l'Union soviétique, qui était chef de projet de bombe atomique, il a été aussi reconnu en tant qu'agent de renseignement Angleterre. Il a été tué par l'État. Il n'a pas encore pardonné par l'État. Ça veut dire que on utilise toujours ce langage d'agent.
Je pense que le grand succès de renseignement soviétique a eu les racines dans cette situation de silence à propos des goulags. Parce qu'à l'époque, personne ne savait pas c'est quoi l'Union soviétique, en vrai dire. Ils savaient juste des idées qui ont été apportées à la société comme l'égalité pour tous. Ils ne savaient pas le prix. Parce que cette histoire, le secret a été volé exactement pour des partisans de communisme. Mais même pas. C'était purement idéologique, je dirais. On ne peut pas comparer la situation d'aujourd'hui parce que la Russie contemporaine, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des idéalistes qui croient vraiment dans l'idée à lutter contre le nazisme? Peut-être. Mais maintenant, ce que joue le rôle pour renseigner, c'est l'argent, c'est sûr. C'est ça la différence. Mais je voudrais remarquer aussi que le service de renseignement aussi joue toujours deux rôles. Tout d'abord, le rôle principal, je dirais le véritable rôle qui doit être joué dans n'importe quel État pour la sécurité de l'État. Mais aussi le deuxième rôle, c'est lutter contre n'importe quelle opposition, n'importe quel avis opposant. Et c'est pourquoi, en commençant la lutte contre la société civile russe en 2012, Poutine a promulgué la loi qui s'appelle la loi des agents étrangers. Tout d'abord, ces ONG qui ont été reconnus comme le Mien Planète d'Espoir en tant qu'agents étrangers. Et après, en développant ces idées, la loi était changée pour l'endurcir, ces médias qui ont devenu être reconnaître comme agents étrangers. Et aujourd'hui, c'est des individus. Moi, je dis que, écoutez, il faut faire quoi? On doit reconnaître tous les citoyens russes des agents étrangers et après les forcer, prouver qu'ils ne sont pas agents étrangers. C'est cette logique-là. Et Poutine toujours utilise les moyens de renseignement pour éliminer la société civile. Et ça me fait toujours regretter de l'argent jeté. Parce que, imaginez, je travaille comme avocat, je travaille en tant qu'avocat des gens contre l'administration locale. Oui. Ils dépensent l'argent pour me suivre. Mais mon travail est transparent. Tous les comptes sont transparents, tous les dossiers que j'apporte. Mais ils dépensent énormément d'argent. C'est un peu comme à l'Ukraine pour falsifier ces dossiers contre moi, pour me faire une ennemie de l'État. Oui, Jérôme Poirot. Mais le KGB a porté un coup terrible à la France à la fin des années 80 dans le domaine de l'espionnage nucléaire. Le KGB avait recruté un ingénieur français du CEA, le commissariat à l'énergie atomique, au sein duquel il y a une direction qui s'appelle la direction des applications militaires, dont la mission est de concevoir et de construire les armes nucléaires françaises. Et les Soviétiques avaient réussi à recruter un ingénieur, Temperville, qui a pendant un certain nombre d'années fourni des renseignements d'une qualité exceptionnelle aux Soviétiques. Il a fourni des plans de bombes nucléaires françaises, il a fourni des comptes rendus d'essais dans l'atoll de Mururoa. Ça a été un des pires coups subis par la France dans le domaine de l'espionnage militaire. Sans tomber dans la mythologie de James Bond, c'est vrai que les services soviétiques, pour le coup, ont joué de tous les instruments de l'orchestre. L'une des priorités est de repérer dans un corps de pouvoir, la diplomatie, la science, des personnages qui sont amers, qui estiment ne pas être traités à la hauteur de leur immense talent, qui n'ont pas eu la promotion espérée, etc. Et donc, on va aller jouer là-dessus. Puis, initialement, on ne va évidemment pas leur demander de révéler des secrets d'État. On a toujours cette vision un peu romanesque du renseignement. 90% de renseignement ouvert. On va demander des photocopies par rapport à un système mécanique qui ne présente pas de caractère particulièrement sulfureux. Et puis ensuite, on va jouer soit par la coercition, on va repérer les faiblesses. Et pour prendre une anecdote un peu prime sautière, ce qui ne fera pas de mal, il y a évidemment les faiblesses très humaines. Il y a ce diplomate qui était en poste à l'ambassade de France à Moscou, qui est séduit par une très accorte agente du KGB et qui se fait piéger, tout simplement. Et lorsque Charles de Gaulle le croise, il lui dit, de sa voix de stentor, « Alors, machin, on couche ?» Évidemment, le type a été râpé de ça. Mais je veux dire qu'on joue, encore une fois, de toutes les ficelles qui peuvent permettre, encore une fois, la cupidité, la coercition, l'amertume, le ressentiment, etc., pour arrimer. Puis il y a un moment où c'est trop tard. Il y a
plus de marche arrière sur votre boîte de vitesse. Vous êtes trop compromis. Et c'est ce qui explique que ça peut aller parfois pour certains jusqu'au suicide, l'alcoolisme aussi. Il y a eu des tas de cas comme ça, y compris d'ailleurs chez les Britanniques. Donc voilà, c'est ça, c'est ce savoir-faire. Mais je reviens à ma perplexité tout à l'heure. Qu'ont-ils fait de ce savoir-faire? C'est-à-dire qu'il y a eu des magnifiques succès qu'on vient d'évoquer, il faut le reconnaître. Mais aujourd'hui, encore une fois, c'est incompréhensible au sens étymologique du terme. Comment ont-ils pu à ce point se planter sur ce qu'était la réalité sociale d'une société qui était très facile à pénétrer, linguistiquement, culturellement, etc. Les frères slaves, hein. Oui. Ça, j'avoue que ça me laisse pantois. Au chapitre de la coercition, les services de renseignement russes espèrent obtenir en partie des informations précieuses en Ukraine venant des soldats ukrainiens qui ont été faits prisonniers, qui sont envoyés dans des camps. On connaît les méthodes des services de renseignement. Regardez un extrait de notre documentaire. Ils sont arrivés une nuit et ils m'ont arrêté. Ils ont passé des fusils à travers les fenêtres de notre cellule et ont ouvert le feu. Ils fusillaient les gens sans procès, les laissaient mourir de froid. Et Dieu sait quoi encore. La dureté racontée par d'anciens prisonniers, la torture, est-ce que c'est toujours efficace pour obtenir des informations fiables? Parce que sur la torture, on peut raconter ce que l'autre veut entendre. Il y a beaucoup, enfin, personne n'est d'accord sur le sujet. Un ancien cadre de la DGSE a une formule que je trouve excellente sur le sujet, même si elle est, à mon sens, un peu fausse. Il dit qu'il y a deux moyens qui sont inutiles pour obtenir de l'information. C'est donner de l'argent, parce que la personne à qui vous donnez l'argent dira n'importe quoi pour que ça continue, et la torture, parce que la personne que vous torturez dira n'importe quoi pour que ça s'arrête. Bon, il se trouve que les interrogatoires musclés ou la torture, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, qui continue à exister évidemment en Russie, que Israël pratique, ça s'appelle les interrogatoires renforcés, ce sont des méthodes qui existaient encore au sein de la CIA jusqu'au début des années 2010, et le président Obama y a mis fin, ce qui a provoqué beaucoup de désarroi parmi les agents de la CIA qui étaient en Afghanistan ou qui étaient en Irak, parce qu'ils se demandaient comment ils allaient pouvoir interroger, c'est-à-dire obtenir ce qu'ils cherchaient, des prisonniers de toutes sortes qu'ils interrogeaient. Oui. Vincent? En réalité, l'enjeu, c'est de convaincre votre prisonnier, votre captif, qu'il a plus intérêt pour lui et pour son entourage à vous dévoiler tel ou tel secret qu'à ne pas le faire. Et en l'occurrence, c'est pour ça que parfois on promet, promesse tenue ou pas d'ailleurs, d'exfiltrer la famille, parce qu'il est évident que ce facteur-là pèse énormément. Le chantage par rapport à l'entourage, au premier cercle intime ou familial joue. Mais tous les services de renseignement ont recouru à des moyens coercitifs et continuent de le faire. Même si, effectivement, Barack Obama a voulu rompre avec cette détestable tradition, jugement moral, de la CIA, je serais très surpris qu'il n'y ait pas, on a évoqué des prisons secrètes aussi en Europe, et notamment dans des pays balkaniques, où les agents américains procédaient à des interrogatoires poussés, comme on dit, notamment en Pologne, des interrogatoires poussés de djihadistes réels ou supposés. Donc, je veux dire, c'est consubstantiel au renseignement, une forme de violence, qu'elle soit psychique ou physique. Écoutez, on fait des blagues toujours que nous ne savons pas par quelle méthode les services de renseignement ont reçu telle ou telle information, parce que parfois, comme dans le média russe publié, un diplomate anglais a été attrapé, a été saisi dans le parc avec un ancien, je ne sais pas quoi, boîte. Il y avait un instrument d'espionnage. Ça ressemble à l'année 70. Il y a les autres moyens et on pense toujours que c'est un peu un fantasme. Mais c'est vrai que le système pénitentiaire russe a hérité toutes les méthodes de KGB, des services de renseignement. Et aujourd'hui, on sait que les gens qui ne sont pas coupables peuvent être torturés et après donner des aveux, mais c'est aucun sens. Par contre, je voudrais vous donner un portrait, par exemple, les personnes qui vivent dans le monde entier, qui peuvent être intéressées au renseignement russe pour travail.
Ça peut être, par exemple, une femme qui quittait la Russie au fin de l'année 90 pour raisons économiques. Il a porté son enfant qui était à l'époque peut-être 6 ans ou 16 ans. Maintenant, il est grandi dans une famille qui était moitié russe, moitié étrangère. C'était pas habitude à parler de répression, de tout ça. Mais en même temps, cet enfant, il entend quelque chose d'idéal, comme théorie de communisme ou quelque chose. Et ce sentiment de nostalgie de la Russie qui est toujours, dans la plupart des cas, transmis par mère à son enfant. Et aujourd'hui, il est 20 ans ou 25 ans, cet jeune homme qui est dans l'idéalisme à propos de la Russie, qui n'a jamais été en Russie. Il vit où, d'ailleurs, cet enfant? Alors, dans un pays étranger en Europe. Au Danois, ça peut être n'importe quel pays. Et ça veut dire qu'il écoute la propagande russe, il n'écoute pas les médias indépendants de son pays. Et c'est très facile de les engager pour travailler contre l'État où il vit, où il doit être gratuit pour cette pays parce qu'il a grandi. Mais non, c'est une autre chose. C'est le portrait parfait de l'espion infiltré, puisqu'il vit à l'étranger depuis toujours Et la c'est Russie. pourquoi on se pose la question, 3000 personnes qui ont voté pour Poutine à Paris, c'est qui? C'est part de ces gens. Vincent? Nadejda Koutepova évoquait à l'instant les fantasmes que peut inspirer l'univers du renseignement. Au fond, des services secrets peuvent être plus efficaces par la terreur qu'ils inspirent que par leur efficacité opérationnelle. Je me souviens d'être allé en Roumanie au moment de la chute de Nicolae Ceausescu, donc 1989, ça ne nous rajeunit pas. Et là-bas, vous aviez des services de renseignement, la Securitat, qui inspirait une peur, mais viscérale, à tous les Roumains. Et lorsque vous rencontriez des dissidents, j'avais l'occasion d'y aller une fois en faux touriste, quelques années auparavant, ils étaient tous persuadés que chaque foyer roumain était sur écoute, ce qui est techniquement impossible en termes de collecte comme en termes de traitement. Et dès que vous alliez dans un appartement, après 1000 précautions, le premier réflexe, c'était de monter la musique quand on en avait, et puis de placer un coussin entre le récepteur du téléphone et... Parce que la Securitat avait réussi à instiller cette idée qu'effectivement, on est tout le temps écouté. Et le geste de se retourner par-dessus son épaule pour voir, etc. Et c'était ça la vraie efficacité. Alors, je ne disais pas qu'il n'y a pas de cruauté. Il y a eu des liquidations, il y a eu des éliminations, il y a eu tout ce que vous voulez. Mais ce phénomène-là, c'est une sorte d'asservissement mental de toute une population. Alors, vous disiez, Vincent, comment des services de renseignement russes qui ont fait preuve de leur performance, de leur efficacité par le passé, ont-ils autant pu se tromper sur le terrain en Ukraine? On disait tout à l'heure, peut-être en partie à cause de Vladimir Poutine, qui n'a pas voulu entendre les remontées de ses services. Mais je sais que Jérôme Poirot n'est pas tout à fait d'accord avec cette analyse. On va vous entendre dans un instant sur cette question sur Vladimir Poutine, qui a toujours été attiré par le KGB dès son plus jeune âge, comme nous le raconte notre série documentaire. Regardez. Un adolescent du nom de Vladimir Poutine est lui aussi attiré par la prestigieuse organisation. Il était encore au lycée quand il est allé à l'antenne locale du KGB pour demander comment on s'engageait. Il paraît qu'il a même réussi à décontenancer les agents qui lui auraient répondu « Rentre chez toi, passe un diplôme et on en reparlera ». Dans cette profession, parce que Il y a toute beaucoup de films sur le... un récit très romanesque autour de Vladimir Poutine. Ces films en enfance soviétique. Jérôme Poirot, est-ce que c'est un atout, un handicap d'avoir un ancien patron du KGB, du FSB maintenant, à la tête de la Russie? Je pense que c'est neutre parce qu'il n'est pas le premier. Avant lui, il y a eu Yuri Andropov, qui était le président, ça s'appelait comme ça à l'époque, du KGB, dans les années 1970, qui avait redonné beaucoup de lustre au KGB qui avait été affaibli. Il est devenu le patron de l'URSS au début des années 1980. C'est lui d'ailleurs qui a mis en selle Gorbatchev. Ensuite, c'était un homme de très grande qualité, manifestement. Il y a eu avant lui, on en parlait, Beria, qui était, semble-t-il, pendant quelques semaines, le successeur de Staline en 1953. Et puis, voyez, côté occidental, George Bush senior a été pendant un an, je crois en 1976, le patron de la CIA. Il est devenu, quelques années plus tard, le président des États-Unis. Non, je pense qu'on lui fait un procès. Effectivement, il y a cette fascination que vous décrivez très bien de Poutine pour le KGB dans votre documentaire. Il est vrai que cette fascination le poursuit toujours. En 2017, donc il y a 5 ans, il a fêté
Et le SVR, donc le service de renseignement extérieur russe, a fêté les 95 ans de son service des illégaux. Les illégaux, c'est l'aristocratie des espions russes. Ce sont ces gens très bien formés, très bien éduqués, comme Sergueï Girnov, on connaît très bien ici, et donc qui ont vocation à vivre à l'étranger pendant, si ce n'est des décennies, ou parfois toute leur vie. Et donc il est allé au siège du SVR pour célébrer ses 95 ans, et il leur a tenu un discours extrêmement chaleureux. Il leur a dit « Chers collègues, chers amis », ce qui quand même pour un président russe est quelque chose d'assez particulier. Donc il vit quand même une sorte de symbiose permanente avec le renseignement et l'appareil de renseignement russe. Merci Jérôme Poirot.